Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Camille Pullover pour descendre les poubelles, oui. Voilà, Camille, le fameux pullover, le préféré de la communauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me semble important et qui est un peu dans la continuité de ce qu'on disait dans les dernières émissions. C'est, de manière globale, la fin du wokisme. Oui, ça c'est enfin une bonne nouvelle. Il y a énormément de signaux. Il y avait déjà quelques signaux faibles que, ce mouvement était en train de ralentir, de perdre. C'est ce que j'avais dit dans mon bouquin il y a un an, là. C'était qu'ils allaient se ratatiner, que ça allait se ratatiner, ça allait très vite. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est effectivement quand on voit les premiers signaux, on se dit ça prend un petit peu de temps. Et puis là, on a l'impression que la défaite est absolument totale, quoi, pour ce mouvement. C'est la défaite en race campagne, oui, ça c'est sûr. Et on a peu de satisfaction dans la vie, mais ça fait plaisir quand ça arrive. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est quand même... C'est difficile de définir ce mouvement particulièrement parce que certains qui en font partie, justement, refusent de le définir. Mais enfin, on peut dire que, d'une manière assez globale, c'est une sorte d'accélération ou de radicalisation du discours de gauche qui était déjà globalement ambiant, mais qui s'est vraiment amplifié. Oui, en fait, il faut peut-être remonter... Si on veut essayer d'expliquer ce qui s'est passé et comment ça a sauté, c'est que, vous savez, les Grecs disaient que celui qui contrôlait le logos, c'est-à-dire la parole, contrôlait la cité. Bon. Oui. Donc, la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que, suivant Gramsci, tous ces braves gens de gauche avaient tout fait pour contrôler la parole, l'éducation, tous les endroits où la parole s'exprime, quoi. Donc, ils contrôlaient le logos. Et puis ensuite, on peut exprimer, dans le logos, on peut exprimer deux choses, soit... le pathos, c'est-à-dire l'émotion, mon Dieu, c'est horrible. Il y a des bébés grenouilles qui sont en train de mourir parce que je sais pas quoi, on leur a mis trop d'eau ou pas assez d'eau, bref, comme en Californie, quoi. Et il y a le logos, et puis il y a le pathos, il y a l'éthos, qui est l'éthique, la logiquement. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient contrôlé le logos, et que la gauche, pour des raisons... je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, depuis 30 ou 40 ans, avaient dérivé vers le pathos. C'est-à-dire comme ils avaient commencé, comme en disant nous sommes la science, vous savez, le scientifique, le marxisme était supposément scientifique, et puis rien du tout. Donc ils étaient arrivés à une espèce de pathos où vous expliquaient que c'était monstrueux, il y avait des gens qui avaient trop d'argent, d'autres qui n'en avaient pas assez, que les bébés grenouilles, et puis qu'on allait mourir de froid, de faim, de chaud, de misère, ou j'en sais rien, bref. Ils nous faisaient un discours misérabiliste à la Zola, et puis alors ils ont dérivé sur de plus en plus, non pas vers la science, qui était là où ils étaient soi-disant partis, mais vers l'anti-science, c'est-à-dire une espèce de discours qui était à la limite de l'imbécile. C'est-à-dire qu'il y a 92 sexes, je sais pas combien, l'homme et la femme c'est pareil, c'est juste une différence de graduation, enfin que des bêtises. Et je crois que, d'abord, ça n'a pas du tout pris en dehors de la zone européenne et américaine. Oui, en dehors de l'Occident, globalement. En dehors de l'Occident, les gens disent, mais ils sont pas bien dans leur tête. Et puis on a commencé à voir les désastres que ça a amené pour les enfants, les petits-enfants, etc. Puis on s'est rendu compte aussi que tous ces gars qui agitaient le pathos avec beaucoup, c'était tous des crapules, comme on l'a vu avec la famille Biden, là, qui viennent s'innocenter de tous les crimes qu'ils avaient commis, ce qui est quand même pratique. Donc vraiment, ça a été un discours fondé sur l'irrationnel et l'émotion. Et je crois que l'irrationnel et l'émotion, on se fait avoir une ou deux fois en se disant c'est vrai mon Dieu, c'est horrible. Et puis au bout d'un certain temps, vous dites c'est pas comme ça qu'on gère un pays, quoi. Oui, il y a une fatigue de cela, notamment en fait, paradoxalement, mais à la fois ça s'explique un petit peu rationnellement par ça aussi, mais ça arrive justement parce que ces idées sont parvenues au pouvoir. C'est-à-dire que le wokisme a commencé à véritablement être hégémonique pendant le mandat de Trump. En fait, depuis le début du mandat de Trump, à peu près. Le premier, oui. Voilà, c'était... Et surtout dans les universités. Tout à fait, et dans les grands médias qu'on appelle historiques, héréditaires. Ce que Elon Musk appelle les legacy médias, donc c'est les CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, tout ça. Effectivement, c'est à partir de 2015 à peu près, le wokisme a commencé à vraiment émerger de manière très très forte. Et le wokisme a eu un contre-coup politique en 2016, puisque Trump a été élu, malgré tout. À la stupéfaction générale, mais justement,
effectivement, il y avait cette stupéfaction et il y avait justement ce côté un peu, il y a un contre-coup de l'histoire parce qu'il y a un mouvement politique qui est en train d'émerger qui est de gauche radicale, clairement, et celui qui arrive au pouvoir, c'est quelqu'un plutôt issu en tout cas qui représente plutôt une droite, et en plus de ça, une droite plutôt radicale aussi. Donc voilà, il y avait vraiment un contre-coup, et d'ailleurs, suite à l'élection de Trump, il y avait eu des manifestations absolument monstres. Et pendant tout son mandat, les grands médias et énormément de marques ont continué à prendre adopter le discours qui allait à l'inverse du discours de Donald Trump. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que alors qu'il a été réélu, on sent que tous ces gens-là, qui étaient justement des grands rebelles pendant la période Trump première, aujourd'hui ils sont absolument muets, voire même ils changent de braquet. Oui, ben ça vous avez raison, mais ce qui se passe, c'est que on a vu Biden qui a cédé à tous ces gars-là, et on peut pas dire que le résultat sur l'immigration, qui est un gros problème aux États-Unis, sur la criminalité, bref, tout ça paraît comme de plus en plus idiot. Et il y a eu l'épisode du Covid dont on s'est bien rendu compte, où les gens se sont bien rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, qu'on avait utilisé le pathos, vous allez tuer votre grand-mère si vous vaccinez pas, etc., pour leur filer des saloperies dans le corps, dont il n'est pas du tout certain que ça va pas les abîmer pour le reste de leur jour. Donc, les gens, il y a eu aussi un côté, moi j'ai cru toutes leurs bêtises sur le Covid, et puis maintenant j'ai des choses, je me sens pas très bien. Donc, vous savez ce qu'on disait aux États-Unis quand j'étais jeune, on disait qu'un type de droite, c'est un type de gauche qui s'était fait arrêter, casser la gueule dans un endroit pas bien famé, quoi. C'est-à-dire, dès le moment où vous êtes tout à fait d'accord pour que l'immigration soit massive dans le pays, parce que tous ces pauvres gens qui meurent de faim à l'extérieur, c'est terrible. Mais à partir du moment où ils arrivent dans votre ville et qu'ils commencent à tout casser, à tout voler, d'un seul coup, l'enthousiasme pour l'immigration baisse fortement, quoi. Donc je crois qu'il y a eu toute une partie de la jeunesse et qui a reçu le choc de la réalité, quoi. Oui, tout à fait. Ils étaient partis sur... Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très fort, si vous voulez, c'est que une grosse partie de la population a été élevée dans l'idée que les États-Unis, c'était la ville brillante sur la montagne, vous savez, l'endroit qui n'a jamais commis de péché. Oui. Et donc, ils ont une espèce de truc de dire, notre rôle, c'est d'être des leaders pour l'humanité, pour montrer ce que c'est. Et puis, ils se sont rendus compte que être un leader pour l'humanité en laissant rentrer tout le monde aux États-Unis, ça marchait moyen, quoi. Je veux dire, il y a eu un choc de réalité, là, je crois. Oui, effectivement, il y a eu un trop-plein. Je pense que le grand drame de ces idées, c'est que justement, elles sont arrivées au pouvoir. Et que, voilà, c'était des idées globalement qui étaient contre la liberté. Déjà, dans un premier temps, liberté de parole. Ça, c'est une évidence. Puisque tout était potentiellement le moindre fait et geste, même involontaire, pouvait être une manifestation du racisme, du sexisme, de l'homophobie. Il y avait tout un tas de trucs qui se sont passés. Moi, par exemple... ne serait-ce que dans mon métier, j'essaye de partir de faits, et puis à partir de faits, de voir ce qui peut arriver une fois que ces faits sont là. Mais je partais de faits, et puis j'ai appris avec stupéfaction depuis 4-5 ans qu'il y avait des faits de droite et des faits de gauche. Et donc, ça, c'était nouveau pour moi. Pour moi, le fait, c'est la base du système scientifique. Puis à partir de là, on cherche une explication. Mais alors, le fait qu'il y ait des faits de droite et des faits de gauche, alors là, j'étais bluffé, quoi. Je savais pas que c'était comme ça, quoi. Oui, et les faits de droite, c'est globalement des fake news, et à chaque fois, d'une manière peut-être un peu détournée, mais très souvent, il s'avère qu'avec le temps, les fameux fake news deviennent en fait des véritables news. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous disait être des mensonges, perpétrés par des ordures, alors, il y en a un qui reste sans doute à poncturer, comme ça, à percer une fois, ça va être toutes les conneries sur le réchauffement atmosphérique, qui est peut-être lieu, mais qui est probablement pas d'origine humaine et sur lequel on peut rien faire. Mais quelque part, il y a quelque chose qui, je dis pas me rassure, mais qui me fait passer que la réalité revient, c'est que par exemple, en Chine, il y a 60 centrales au charbon qui ouvrent tous les ans, quoi. Donc, le Chinois, ils n'ont pas l'air d'être très préoccupés par le... En tout cas, c'est-à-dire que je crois qu'en un an, la Chine émet plus de CO2 que la France en 30 ans, ou un truc comme ça. Donc, si on continue à martyriser les Français pour pas faire de CO2, si les Chinois continuent à faire 60 centrales à charbon, je crains
que le CO2 ne continue à monter dans l'atmosphère, Oui. même si les Français meurent tous de faim dans la misère, Oui, même pour si sauver la planète. Hein. Même si on se mettait à émettre littéralement zéro émission de gaz à effet de serre, bon, ça changerait pas forcément la face du monde, quoi. Mais vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites de gaz à effet de serre. Oui. C'est exactement comme... ça veut dire qu'on a dit un nouveau mot à la place d'utiliser le CO2. Oui, mais alors, gaz à effet de serre, c'est pas juste le CO2, c'est aussi le méthane, des trucs... je suis pas expert, mais enfin, c'est... Non, mais je veux dire... moi, ce qui m'embête, par exemple, un autre truc qui m'embête, c'est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est pas une interruption. Oui. Enfin, on remplace un mot, si vous voulez, qui fait mal, et dont on peut prouver, par exemple, le CO2, on sait que c'est bon pour les plantes, par exemple. Donc, bon, voilà. Il y a beaucoup plus de forêts aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Par un mot, si vous voulez, qui montre que ce n'est qu'on a pris une petite vacance, quoi. Que non, mais c'est pas vraiment ça. Il y a des gaz à effet de serre qui sont plus que le CO2. Oui. Mais le gaz à effet de serre, le sous-entendu est par essence négatif. On se dit, voilà, on émet des gaz à effet de serre, c'est forcément une mauvaise chose. Donc, tandis que dire on émet du CO2, ben oui, on émet du CO2, oui, d'ailleurs, oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça dont les plantes ont besoin pour croître, quoi. Oui, la Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Non, et puis si vous voulez, les arbres, ils ont besoin de CO2, ils font de l'oxygène, et puis les plantes, elles ont besoin de CO2, c'est comme ça qu'elles ont. Donc, on utilise gaz à effet de serre parce que le scientifique de base, ça veut dire, si on émet du CO2, qu'est-ce que ça peut foutre ? On met des gaz à effet de serre, il peut rien dire parce qu'il sait pas très bien ce qu'on a collé dans ce truc-là. Mais d'ailleurs, en fait, ça révèle une pratique un petit peu distanciée de l'écologie, dans le sens où, par exemple, la protection de l'environnement, tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne veut vivre dans des villes poubelles avec des déchets de partout, et ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est en général dans les villes de gauche que c'est des. Oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. Les villes de droite, elles sont bien tenues, elles sont propres, alors que les villes de gauche, c'est dégueulasse. C'est qu'à voir comme Paris est devenu dégueulasse, quoi. Ouais. Non, mais ça veut dire, encore une fois, ça part du principe des Grecs de contrôler le logos. C'est-à-dire, vous dites pas le CO2, alors qu'en réalité, c'est le CO2 qu'on essaie d'empêcher. Vous dites les gaz à effet de serre de façon à ce qu'on puisse pas vous dire, mais dites-moi, prouvez-moi que le CO2, c'est mauvais pour les plantes ou pour les hommes, quoi. Donc, c'est de créer des mots qui ont une connotation négative pour remplacer un mot qui est un truc scientifique, le CO2. Oui. Et donc, ça m'agace, cette façon de sans arrêt tripatouiller les mots pour leur faire dire des choses de façon subliminale. Oui. Parce que celui qui est contre le CO2, il a le droit de dire, c'est très bien le CO2. Mais si vous dites, je suis contre les gaz à effet de serre, alors là, vous êtes un salaud. Oui. Ouais, c'est sûr que faire accepter le mot, c'est une manière détournée de faire accepter la pensée. L'autre accepte le mot, vous avez gagné. Oui. Non, c'est sûr, c'est un outil très puissant. Le langage, c'est comme ça qu'on réussit à communiquer les uns avec les autres. C'est clair. C'était dans Orwell, hein, c'était la novlangue. La novlangue, la liberté, c'est l'esclavage, la liberté de parole, c'est la censure. Enfin bref, tout veut dire le contraire. Oui. Et alors, pour illustrer cette fin du wokisme, je voudrais parler de certaines entreprises. Et dans un premier temps, en fait, je voudrais parler d'un mouvement qui, en fait, avait préempté cela. C'est un mouvement qu'on appelle le Dark Enlightenment. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais en gros, alors, comment dire, il y a... C'est pas L'Oréal qui avait commencé ? C'est un mouvement de pensée qui vient de Nick Land, qui est un écrivain, un blogueur américain, et de Curtis Yarvin aussi, qui aujourd'hui a une certaine influence dans le monde conservateur, particulièrement auprès de Peter Thiel, qui est un entrepreneur américain, le PDG de Palantir, qui est un type qui connaît très bien Elon Musk. Voilà, ils avaient travaillé ensemble, notamment sur PayPal. Ils avaient créé ensemble, je crois d'ailleurs. Ouais, et tout à fait. Et Peter Thiel, c'est pas juste un entrepreneur, c'est aussi un écrivain, enfin un essayiste. Et il avait écrit quelques essais justement sur ce qu'il pensait. Il avait déjà soutenu Trump en 2016, même s'il avait quelques réserves. Et Peter Thiel, il est notamment responsable de l'émergence d'un profil comme J.D. Vance. Voilà, c'est lui qui a fait émerger J.D. Vance et qui donc l'a propulsé, qui a contribué à le propulser à sa place de vice-président, donc désormais.
Et en fait, c'est un mouvement qui a plusieurs noms. Donc là, j'ai cité le Dark Enlightenment, mais c'est un courant de pensée qui émerge dans les années 2000, qui émet l'idée que finalement l'égalitarisme est profondément inefficace et dégrade la société en l'empêchant de progresser et de se corriger au fil du temps. Mais en plus, et c'est là que je pense que vous aurez un désaccord avec ça, le mouvement postule que en fait la démocratie, qui est un système donc politique égalitaire par nature, puisque tout le monde a une voix et que ces voix sont égales, mais ce courant de pensée postule que la démocratie conduit naturellement à l'égalitarisme. C'est en quelque sorte sa pente glissante, ce qui n'est pas toujours vrai. C'était la thèse de Tocqueville qui avait déjà écrit ça, quoi, il y a 150 ou 170 ans. C'est la grande thèse de Tocqueville. C'est-à-dire que moi je ferai une petite différence. La démocratie représentative conduit automatiquement à l'égalitarisme. La démocratie directe. Ouais. Oui, si vous votez, vous pouvez voter pour les trucs les plus farfelus. Ouais. Et puis, comme la démocratie directe, c'est la moyenne qui prend la décision, c'est pas les extrêmes, vous avez personne qui... dans le fond, moi j'aime beaucoup un film qui s'appelait The Life of Brian. Vous savez, c'était les Monty Python. Les Monty Python, c'était à mourir de rire. Et vous avez un gars qui... le démagogue local qui dit « Nous sommes tous différents », et la foule gueule « Nous sommes tous différents, je suis différent ». Puis il y a un gars qui est au fond tout seul qui dit « Moi, je suis comme tout le monde. Hein. » J'adore cette scène parce que ça veut dire que le seul qui soit vraiment différent, c'est celui qui est au fond là-bas. Et qui est de mauvaise humeur d'ailleurs, parce qu'il est souvent... Et donc, cette notion d'égalitarisme, il faut la définir. Autant, pour moi, nous sommes responsables de notre vie. Bon, c'est très... Mais il faut quand même que les chances au départ soient à peu près les mêmes pour tout le monde. Donc travailler pour ça, ça me paraît un but qui est noble et qui est parfaitement humain. Mais ensuite, celui qui a travaillé beaucoup plus ou qui a eu plus de chance, etc., arrive à des résultats très différents. Donc, insensiblement, la gauche est passée de l'égalité des chances à l'égalité des résultats. Ouais. Et autant l'égalité des chances, ça suppose la liberté, autant l'égalité des résultats, ça suppose la contrainte. Ah oui. Et c'est-à-dire que l'État intervienne pour couper les têtes qui dépassent, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez à des gens de gauche, ils ne sont pas tous conscients de ce passage, et surtout, ils ne savent pas, ils n'ont aucun moyen de dire où sommes-nous allés trop loin. C'est-à-dire, dans quel moment dans l'histoire, cette recherche de l'égalitarisme a-t-elle été criminelle? Et c'est pour ça que, quand vous regardez les deux totalitarismes du XXe siècle, le communisme et le nazisme, là, vous vous rendez compte qu'ils ont beaucoup d'indulgence pour les communistes. Ils n'en ont aucune pour les nazis, mais pour les communistes, ils en ont, parce que dans le fond, c'était cette recherche de l'égalité. Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que la droite a bien compris qu'il y avait des endroits où vous ne devez pas aller, c'est-à-dire le surhomme. C'était pas une bonne idée. Il ne fallait pas aller vers là, c'était pas une idée intéressante, ou le leader Maximus, là, je sais pas quoi. Et la gauche, elle n'est jamais arrivée à dire jusqu'où elle doit, là où elle doit s'arrêter de l'autre côté. Et pour moi, c'est fascinant parce que vous leur dites à quel moment la gauche, dans n'importe quel pays, a-t-elle exagéré? Est-ce que vous portez une condamnation de principe sur Cuba, sur Venezuela, sur toutes les conneries qu'ils ont faites, non, finalement, ils ont raté leur coup, mais leurs intentions étaient pures, quoi. Donc c'est amusant, cette espèce de distinction. La gauche refuse de dire là où elle n'ira pas dans ses excès. Elle ne le dit pas. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une considération qui dirait que, en quelque sorte, les régimes fascistes étaient mauvais par nature, on peut tout à fait l'entendre. Voilà, mais que là, ça a été un petit raté. Que juste, finalement, la phase opérationnelle du communisme a été un petit peu ratée, mais l'idée était bien. Et que finalement, tous les mecs qui ont essayé, ils ont raté d'un point de vue opérationnel. Ils ont tué plus de gens que les premiers, mais... Oui, mais c'était pour un une but, juste quand même. Cause. Donc, c'était pour faire un homme nouveau où on serait tous pareils. Donc, c'est ça qui m'embête beaucoup, c'est le manque de lucidité de la gauche
La gauche, son rôle au départ, c'était de se battre pour l'égalité des chances. Par exemple, une bonne éducation pour tout le monde. Je sais pas, des transports en commun qu'on marchait, enfin des trucs qui étaient... Et puis maintenant, si vous voulez, c'est la gauche, c'est mort aux riches. C'est pas très... Ouais. C'est pas très convaincant comme parcours. Et du coup, l'école ne marchait plus. Les transports en commun ne marchaient plus. L'égalité des chances a disparu. Et c'est la faute des gars qui sont riches. Mais non, c'est vous qui l'avez fait. Et je pense que ça les a rendus fous parce que c'est notamment des entrepreneurs de la tech qui se portent vers ce genre d'idéologie, ce dont je viens de parler, le Dark Enlightenment, où on appelle ça aussi l'accélérationnisme néo-réactionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va réussir à régler énormément de problèmes dans la vie, non pas avec des réglementations de partout, mais avec justement le développement du progrès technique. C'est vrai, mais ce qui m'embête avec ces gars-là, c'est qu'on voit réapparaître, allez, doucement, quand même, un petit peu la notion de surhomme. Oui, un petit peu de ça, ouais. Ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est un surhomme différent, hein. Oui. Il est pas grand. Alors, c'est un surhomme qui n'est pas façonné par l'État, mais c'est un surhomme qui est plutôt façonné par la technologie. Voilà, par la technologie, et qui va chercher à devenir immortel, etc. Donc, c'est amusant de voir qu'avec l'effondrement de l'égalitarisme de gauche, là, on voit ressurgir, et l'une des causes, c'est la résurgence de personnalités hors du commun, qui prouve à l'évidence que tout le monde, il n'est pas pareil. c'est clair. Personne, il est pareil comme Musk. Alors, il ne faut pas déconner. Musk, il est quand même... il n'est pas comme tout le monde. Non, il n'est pas câblé comme tout le monde, non, c'est clair. Non, c'est clair. Il y a quelque chose qui est chez lui qui est bizarre. Quoi. Non, c'est sûr, des il est fascinant, hein, mais oui, bien sûr, c'est sûr. Mais c'est un gars qui, on le sent bien, qui est extrêmement intéressant. Je l'ai comparé à Solzhenitsyn, justement. Il a fait sauter le woke comme... Solzhenitsyn avait fait sauter l'Union soviétique, mais ce qui m'embête avec lui, c'est qu'à un moment dans son parcours, il pourra déraper. Oui. Vers quelque chose que j'aimerais pas du tout, quoi. Mais pour l'instant, il l'a pas fait. Non, effectivement. Et puis, non, c'est sûr, comment dire, l'accession au pouvoir, le fait de combattre le pouvoir en place et de faire campagne avec Trump, etc. Tout ça, c'est souvent très sympathique. La conquête du pouvoir est souvent aisée avec ses copains. Et en revanche, la pratique du pouvoir, parfois derrière, elle crée un petit peu plus de tension parce que on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. On était d'accord auparavant sur qui il fallait dégager, mais après sur l'exécution. Dégager tous ces gars-là, ce sera déjà quelque chose. Hein. Ouais. Et en plus de ça, c'est sûr, Elon Musk, il avait jamais tenté vraiment d'expérience politique avant. Il était de gauche. Il votait les démocrates depuis toujours. Il était de gauche, mais il était en tout état de cause, il était distancé du Oui, mais il votait démocrate politique. parce que c'est pour lui, sans trop réfléchir, il disait c'est les gars qui sont pour la liberté d'expression, pour le. Oui. Mais puis il faut dire que les républicains qui étaient en face n'étaient pas non plus très brillants. Les McDonald's, les compagnies. Les Bush, comment il s'appelle celui en 2012 aussi, j'oublie son nom. Celui du Nevada. Pas du Nevada, de l'Utah, là. Comment il s'appelle, le Mormon, là. Oui, exactement. Je sais plus comment il s'appelle. Mitt Romney, voilà. Mitt Romney aussi, bon, il était pas bien convaincant. Enfin voilà, c'était pas une très très belle période d'un point de vue. Non, mais il fallait dégager les républicains. Ces républicains qu'on appelait les républicains de country club, c'est-à-dire vous savez qui jouent au golf et tout, c'était des gars qui n'avaient ni vision ni qui étaient juste des petits managers. C'était une pure caste. C'était une pure caste qui se répétait à l'infini et qui avait pas d'élévation. Oui, et c'est une pure caste, en l'occurrence, qui était du côté républicain, mais enfin, tous ces mecs-là auraient pu totalement être démocrates aussi. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Ça changerait absolument rien. Madame Bush est copine comme cochon avec Obama, ou j'en sais rien. Les Obama et les Bush s'adorent, quoi. Oui. Et les Clinton aussi. C'était les mêmes. Tout à fait. Donc, on a eu cette espèce de pénétration gramscienne, où d'un seul coup, tout le monde de la culture est passé et montré qu'il était à gauche, et qui n'a pas su s'arrêter sur des trucs complètement idiots, comme par exemple, est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme. Ça allait assez loin quand même, si on se rappelle, je pense que le pic absolu du wokisme, je pense que c'était Black Lives Matter. Oui. Je pense que là, on n'a rien fait de pire en termes de... on ne peut absolument pas dire des choses qui sont évidentes. C'est-à-dire que, évidemment, Black Lives Matter, c'était le slogan qu'il fallait dire. Mais en plus, c'est déjà un vrai slogan abominable, parce que All Lives Matter.
Oui, mais justement, on disait si on disait All Lives Matter, qui est absolument neutre, qui n'est pas du tout connoté, il n'est pas neutre du tout. Mais à l'époque, c'était vu comme du suprémacisme blanc. Non, si vous dites c'était la forme la plus radicale. Oui, si vous dites All Lives Matter, ça veut dire que même la vie du fœtus matter. Et donc, si vous voulez, All Lives Matter, c'était un truc qui était violemment contre l'avortement. Ouais. Donc, si vous voulez, c'était pas neutre du tout. C'était une façon de dire, si All Lives Matter, All Black Lives Matter, quoi de la vie des fœtus qu'on détruit. Donc, si vous voulez, c'est encore une fois, les mots sont jamais neutres. Oui. Mais bon, quand même, la plupart des gens qui disaient All Lives Matter, c'est une manière de dire, oui, les vies noires comptent, mais elles ne comptent pas plus que les vies des autres, en quelque sorte. C'est vrai. Donc, c'était vraiment ce slogan, comment dire, vraiment... alors maintenant qu'on s'est débarrassé de ces gros cons, qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah justement, ça va être un petit peu la grande question. En tout cas, j'ai noté un certain nombre d'entreprises qui avaient changé de braquet là-dessus. Bah alors déjà, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'est tout le milieu de la tech. Bon alors, évidemment, il y a Elon Musk, il y a Peter Thiel, il y a tout ça. Il y a Zuckerberg, dont on a parlé la semaine dernière aussi. Jeff Bezos, je pense qu'il est en phase de transition. Alors il y a Nvidia qui d'habitude ne dit rien politiquement, qui a la semaine dernière sorti un gros communiqué qui critiquait totalement l'administration Biden et qui justement vantait la première administration Trump. Il y a Sam Altman donc de OpenAI, c'est ChatGPT qui est dans le coup aussi. Il y a le fait que en ce moment même il y a le forum de Davos qui se tient donc en Suisse. Tout le monde se contrefout. Personne n'y est, personne n'en parle. C'est une anecdote. Et derrière, je voudrais parler des programmes de DEI, c'est-à-dire les programmes diversité, équité, inclusion. Ça, c'est en train de sauter partout. En tout cas, ça vient de sauter dans l'armée, ça. Qui sont des programmes donc d'initiatives poussés notamment par des ONG au sein d'entreprises ou bien poussés au sein de fonds d'investissement qui, à leur tour, les poussent au sein d'entreprises. Oui. Et donc, je vous fais pas un dessin, ce sont des programmes pour sensibiliser contre le racisme, le sexisme, l'homophobie au travail, les politiques de discrimination positive. Les choses qu'elles sont, c'est des programmes qui sont contre l'homme blanc. Globalement, l'homme blanc, il est exclu du jeu. Les autres, ils peuvent essayer de tirer la couverture. Si vous dites je suis homme blanc, j'ai droit à une. On dit il y en a déjà trop qui sont là-haut. Ouais. On n'a pas besoin de vous, allez circuler, il n'y a rien à voir. Donc, en fait, c'était des programmes violemment racistes contre l'homme blanc, qui étaient menés par des femmes. Blanches ou de toutes les couleurs, par des gens de couleur, par des fadas de professeurs d'université. Bref, c'était un programme raciste contre l'homme blanc. Voilà, globalement, c'était un peu le projet. Donc, ces politiques-là, elles ont commencé dans les années 90. Elles se conjuguent aux critères ESG, qui sont au départ donc des critères très liés à l'environnement, l'écologie, tout ça. Mais finalement, les critères ESG, en fait, se mettent à englober les programmes de DEI. Et alors, ces programmes n'ont cessé de prendre de l'ampleur derrière pendant les années 2000, puis 2010. Ils ont atteint un paroxysme pendant le premier mandat de Trump et au début du mandat de Biden. En fait, tout ça a été poussé à mort par l'administration Obama. Oui. C'était l'administration Obama qui... Moi, je connais un peu les États-Unis. Ouais. Avant Obama, le racisme... Enfin, je vais peut-être dire... Mais plus personne parlait du racisme. Il y avait des... Il y avait des gens, si vous voulez, le chef de l'armée avait été noir, il y avait le candidat Obama, il avait été... Ouais. Et très curieusement, la grande politique d'Obama, ça réintroduire le racisme comme un élément clivant dans le discours politique. Oui, tout à fait. Et ça a pris un temps fou, mais ça fait un mal aux États-Unis, cette histoire d'Obama qui ramenait le racisme sur le devant de la scène. Ça a été affreux. Mais j'espère qu'on va s'en débarrasser. Tout à fait. À cet égard, il y a plusieurs études, notamment du Pew Research Center, qui essayaient donc de mesurer un petit peu les rapports entre les différentes ethnies, entre qu'est-ce que les blancs pensent des latinos, qu'est-ce que les latinos pensent des noirs, qu'est-ce que les noirs pensent des blancs, etc. Et ce qu'on voit, c'est que justement, dans les années 90 et début 2000, jusqu'à peu près 2012 globalement, les rapports étaient très neutres, c'est-à-dire que en fait, les gens ils savaient qu'ils appartenaient à un groupe social, mais ils n'avaient pas d'animosité envers les autres groupes
de et couleur. En plus, ce qui avait et ça a commencé à arriver ça a commencé à arriver pendant les années Obama. Mais ce qui avait été très intéressant, si vous voulez, c'est que les gens disaient il est noir, qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui personnellement. J'ai pas d'idée préconçue sur les noirs en général, ou les blancs en général, ou les jaunes, ou les marrons, ou les bleus clairs. Ils s'en foutaient, quoi. Et d'un seul coup, on a réintroduit la race comme si vous êtes noir, vous devez voter démocrate, par exemple. Vous voyez pourquoi? C'est là qu'il y a eu l'émergence justement dans les universités de l'enseignement de la théorie critique de la race, tout ça, c'est justement dans cette période-là que c'est arrivé. Et donc on se souvient, selon moi, la première phase vraiment visible de la contre-offensive au wokisme, c'était l'histoire dont on avait parlé d'ailleurs dans cette émission, de la publicité Bud Light. Oui. Bud Light, c'était en mars 2023, donc au début de la deuxième moitié du mandat de Joe Biden. Et donc on avait eu une influenceuse transgenre donc qui buvait une canette de Bud Light dans sa baignoire. Et alors je vous fais pas un dessin encore une fois, Bud Light c'est pas vraiment juste les woke new-yorkais qui boivent ça. Ils en boivent pas. C'est plutôt les types du Midwest. Donc qui sont conducteurs de camions qui font 180 kilos et qui n'aiment pas exactement et qui n'aiment pas qu'on se foute de ce qu'ils boivent. Et donc il y a eu un énorme boycott derrière de la marque. Les ventes de Bud Light avaient baissé de 11 à 26%, le stock de Anheuser-Busch avait baissé de 20% aussi, enfin le prix de l'action. La Bud, donc, qui était la bière la plus vendue aux États-Unis en continu depuis 20 ans, avait perdu sa place maîtresse, c'est-à-dire personne ne pensait que ça allait arriver un mois avant. Et donc au départ, la marque avait gardé le silence, ce qui était déjà une marque de faiblesse un petit peu, parce que je pense que si cette polémique était arrivée 2 ans ou 3 ans avant, elle se serait défendue en disant nous on défend absolument, on soutient les personnes transgenres, vous êtes tous des bigots conservateurs racistes, allez vous faire voir. Et là il y a eu un peu un shift, ils se sont dit peut-être que en fait c'est plus trop dans l'air du temps, et donc derrière ils avaient sorti un communiqué un petit peu tiède en essayant de vexer personne. Ensuite ils ont changé les 2 dirigeants de Bud Light, ils ont sorti une pub en 2024, donc l'année suivante, avec où ils montraient vraiment l'Amérique qui quand il fait chaud va faire un pique-nique avec les copains au bord du lac, qui sort les grosses comment ça s'appelle, les grosses glacières des pick-up pour sortir les Bud Light, etc. Donc là déjà on n'était plus du tout sur le même public cible. Là clairement on revenait au public cible de base de Bud, qui est vraiment l'américain qui vit pas forcément en ville, qui a un pick-up, qui a des grosses glacières, qui aime bien aller dehors quand il fait chaud. Sur le pick-up, si je peux me permettre, bien sûr, puisque j'en connais dans l'Oklahoma en particulier, vous avez les gros pick-up comme ça qui sont la taille de cette pièce, qui sont monstrueux. Et sur la lunette arrière du pick-up, il y a quand même 3 flingues. Ouais. Il y a des fusils, quoi. Oui, c'est très fréquent. 3 flingues, mais c'est pas très fréquent. Tous les pick-up, ils ont leurs flingues, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une Amérique qui vote à gauche, quoi. D'ailleurs, l'Oklahoma, c'est le seul État aux dernières élections dans lequel absolument l'intégralité des comtés ont voté en majorité pour Trump. Oui, ça donne une image quand même. C'est plus à droite que le Texas. J'aime bien, pour rigoler, l'Oklahoma. Le symbole de l'Oklahoma, c'est là où il y avait eu le truc de Lucky Luke, les terres qui avaient été données. Et avec tout le monde qui courait pour entrer. Mais le symbole de l'Oklahoma, qui existe devant la statue. C'est la statue, la statue officielle. C'est une femme dont le mari vient d'être tué par les Indiens, qui se baisse et qui ramasse le flingue de son mari pour tirer sur les Indiens. C'est pas la faible créature. Ah oui, c'est pas qui se met à pleurer. Non, c'est une femme qui tombe. Il y a son mari qui est mort à côté d'elle. Elle va chercher le flingue pour défendre ses enfants. Donc, c'est des pionniers, quoi. Il faut savoir que l'Oklahoma, à un moment, Roosevelt avait outrepassé ses droits, etc. Il avait demandé à construire, je sais pas quoi, l'Oklahoma, les types en voulaient pas. Donc Roosevelt avait envoyé, je crois, l'armée et le gouverneur de l'Oklahoma avait levé la garde nationale locale pour aller tirer sur l'armée de Roosevelt qui venait envahir l'Oklahoma. Donc c'est des robustes indépendants. Ça dit ce qu'on a besoin de savoir sur l'État, effectivement.
Et bah justement cette Amérique-là, c'est l'Amérique qui boit des buds. Ouais, ils en boivent. Hein. Les autres déjà boivent beaucoup moins d'alcool. En plus, ils sont un petit peu moins bières. Donc bon, c'est bon. Et donc voilà, c'était vraiment, je pense, la première phase visible de la contre-offensive. Et derrière, bah sur les programmes DEI dont je parlais, donc Walmart a annoncé l'abandon de ses programmes en revenant donc sur des pratiques d'embauche et de gestion basées sur la performance. On a envie de se dire, bah juste c'est normal. Harley Davidson met fin à ses quotas de recrutement. Ford cesse de participer aux enquêtes d'associations LGBT concernant les environnements de travail. Caterpillar, donc Caterpillar, c'est les gros engins de chantier, là, les gros machins, qui arrêtent ses quotas de recrutement aussi. Jack Daniels aussi, Tractor Supply, même Disney a fait un communiqué dessus sans que, pour le moment, on n'observe pas d'effet sur Disney. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on avait mis plein de ces trucs-là, d'IA dans l'armée et tout. Ouais, absolument. Et du coup, l'armée était devenue complètement inopérationnelle, en fait. Et puis là, celui qui va être sans doute nommé le nouveau ministère de la Défense, là, il a dit qu'il ferait sauter tout ça vite fait, que le seul but de l'armée, c'est d'être en état de se battre pour défendre le pays, et que c'était pas... C'est pas l'assistance sociale. Hein. C'était pas l'assistance sociale. Ouais. Voilà, donc encore une fois, c'est le cas aussi des marques comme Starbucks, McDonald's, Toyota, Boeing. Enfin donc, bref, c'est que le début du mouvement. Quand vous regardez la carte électorale des États-Unis, vous voyez que tout est rouge, la couleur, sauf les zones bleues qui sont sur les côtes, à Chicago, là-haut dans l'Est, et puis un petit peu du côté de Washington et en descendant là. Ouais. Et ça veut dire, si vous voulez, que ceux qui avaient pris le pouvoir, c'était les franges. C'est-à-dire la Californie, Chicago, la région de Boston, c'était eux qui étaient c'est là où il y a les grandes universités, donc ils étaient censés guider les États-Unis vers la lumière. Et puis quand les gens de l'Oklahoma l'ont vu où il les emmenait, ils ont fait le grand geste qui sauve, et ils ont dit bon ben on va... Et même à l'intérieur de ces États, là il y a toute une série d'États qui ont tourné, comme l'Ohio. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été une révolte si je devais dire, du travailleur manuel contre le professeur d'université. Ouais. Le WOT, c'était un truc d'université, et les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oui, tout à fait. Bah, l'université, c'était vraiment le bastion total du wokisme, et je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le prix de certaines universités, ils sont obligés de les baisser parce qu'ils n'ont plus d'étudiants, les gens ne veulent plus aller étudier, ils ne veulent plus enlever leurs enfants. Par exemple, Columbia a un énorme problème. Columbia, elle est dans une ville New York. Et New York, c'est une ville où la majorité est israélienne ou israélite, enfin, comme vous voulez, juive. Et ils ont été violemment, ils ont littéralement emmerdé les étudiants juifs de New York, de Columbia, ce qui fait que maintenant, pour l'histoire de la Palestine, ce qui fait que maintenant, à Columbia, ils ont du mal à trouver des étudiants, parce que tous les grands donateurs juifs de Columbia, ils donnent plus. Ce qui s'est passé pour Bud Light, c'est passé d'une certaine façon pour la Palestine aussi. Ouais. Absolument. À cet égard, j'ai vu aussi un sondage que j'ai trouvé très intéressant. En décembre 2023, on estimait que les étudiants d'université aux États-Unis étaient divisés entre 50-50 pro-Israël ou pro-Hamas. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, quoi. Il y a 13 mois, très exactement. Donc c'est 50-50 pro-Israël ou pro-Hamas. Et aujourd'hui, ces proportions sont à 80% en faveur d'Israël, et il reste 20% de supporters du Hamas. En un an, c'est un changement absolument radical. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces universités, quoi ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu, comment dire, la réalité de ceux qui veulent empêcher la discussion, qui sont ceux qui sont contre la liberté de parole, quoi. C'était peut-être pas les partisans d'Israël, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une sorte de fatigue générale aussi. Il faut dire que être opposé à Israël, les gens qui étaient opposés à Israël, ils n'étaient pas justement des vrais supporters de la Palestine, c'était justement des opposants à Israël, parce que Israël était identifié comme une structure de pouvoir, et donc voilà, eux ils aiment pas les structures de pouvoir, eux ils aiment toujours défendre, on va dire, le faible contre le fort, quel que soit le faible. Ils étaient en aucun cas capables de situer la Palestine sur une carte, et simplement ce mouvement-là c'est un petit peu fatigué, d'autant plus que c'est beaucoup plus une question de signalement de vertu
c'est-à-dire regardez, je suis vertueux parce que voilà ce que je pense et voilà ce que je crois, plutôt que de croire véritablement ce qu'on croit et de se dire voilà, moi je soutiens d'avoir vraiment fait du boulot, c'est comprendre d'où ça venait, où ça allait, quelles étaient les causes, les conséquences et tout. Non, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé sur ces sujets-là et qui connaissaient pas grand-chose. Ça a été très 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 fatigant. L'une des plus grandes difficultés dans la vie, c'est j'imagine le professeur de médecine qui est dans un dîner en ville et qui se fait emmerder par la maîtresse de maison qui a des idées très nettes sur ce que la médecine devrait être. Vous savez, quand vous avez étudié un sujet à peu près toute votre vie et que vous avez des gars qui en ont pris conscience la semaine dernière, qui commencent à vous en parler, vous avez des grands moments de lassitude. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un type justement qui passe beaucoup de temps sur les campus universitaires, qui fait des débats de rue comme ça. Alors là, j'ai un trou de mémoire sur son nom, je connais que lui, mais c'est un type qui a une organisation qui s'appelle Turning Point USA. Voilà, je sais plus son nom, mais enfin vous trouverez très facilement. Et justement, lui, il expliquait, parce que lui, ça faisait depuis peut-être 2016, quelque chose comme ça, qu'il faisait régulièrement ça sur les campus. Et autant avant, il avait vraiment énormément de réactions hystériques, il avait besoin en permanence d'avoir beaucoup de gars autour de lui pour se protéger physiquement parce qu'il s'est déjà fait agresser je sais pas combien de fois. Autant il trouve qu'aujourd'hui son discours résonne avec beaucoup plus de gens quand il va sur les campus. C'est-à-dire que lui, il a vraiment une vision empirique de la chose et il dit il y a clairement un rapport de force qui s'est peut-être pas inversé mais qui s'est neutralisé en tout cas sur les universités. Auparavant, les woke étaient absolument tout puissants. Aujourd'hui, ils existent encore sur les campus universitaires, mais enfin, ils sont pas aussi puissants qu'auparavant. Et je pense que là-dedans, il y a aussi une question de génération. Moi, je crois beaucoup aux générations. Les générations ont des comportements. Et je pense que le wokisme était beaucoup plus un truc de millennials, c'est-à-dire ceux qui étaient nés globalement dans les années 90 jusqu'en 1998 à peu près, qu'un truc de zoomers. Donc les zoomers, c'est justement la génération qui commence en 98-99, où justement, d'ailleurs, ce qu'on a observé, c'est que les zoomers votaient en majorité pour Trump, alors que les millennials votaient en majorité pour Biden aux dernières élections. Mais c'est marrant cette histoire de génération, parce qu'en effet, on le retrouve très bien. Moi, par exemple, quand je vois arriver ici des gamins qui ont 25 ans, qui viennent me demander de parler, je sais pas, parler des questions qui les intéressent, on en reçoit pas mal, je me dis que les types de 25 ans, ils comprennent ce que j'essaye de dire, enfin ce qu'on essaye de dire ici, alors que les types de 40 ans, d'abord, j'en reçois assez peu, puis ensuite, ils comprennent rien. Ça les intéresse pas. Je veux dire, la génération de 40 ans semble être intéressée, je sais pas par quoi, mais certainement pas par les fins dernières de l'humanité, quoi. Ils sont pas, les idées, c'est pas leur truc. Ça paraît un peu con ce que je dis, mais parce que les généralités, c'est toujours con, mais quand même, les gamins de 25 ans, alors qu'il y a 15 ans, je rencontrais des gamins de 25 ans qui sont devenus si aucun raton. Ils posaient pas de questions non plus. Ils voulaient tous être chef des ventes chez L'Oréal, quoi. Qui est passionnant leur métier, mais enfin, vendre du shampoing, moi ça m'a jamais. Je trouve ça au poil, mais c'est pas. Je veux dire. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a un shift générationnel. D'ailleurs, on le voit même sur les réseaux sociaux de manière globale. Ceux qui étaient sur Facebook en 2015, même s'ils ont le même âge, enfin ils avaient le même âge que ceux qui sont sur TikTok aujourd'hui, mais c'est pas du tout le même comportement, et y compris d'un point de vue de l'approche politique. Voilà, il y a clairement des comportements un peu différents. Alors évidemment, encore une fois, oui, on fait des généralités. Enfin, il suffit d'observer des phénomènes 60-40 pour définir des grandes tendances. Généralement, il y a beaucoup d'exceptions évidemment, mais si vous avez une génération comme ça, les jeunes utilisent TikTok, les anciens utilisent plutôt Facebook, et puis ceux au milieu ils sont plutôt sur YouTube. Donc on voit bien qu'on a des clientèles comme nous là ici. C'est pas du tout les mêmes. Ceux qui sont sur TikTok, c'est pas les mêmes que ceux qui sont sur YouTube, c'est pas les mêmes qui sont sur Facebook. Il y a vraiment des ruptures comme ça qui sont très très évidentes. Oui, tout à fait. Je sais pas trop. Je me dis que ça va être étudié ou ça a été étudié, j'en sais rien. Mais enfin, il y a des différences. Ouais, mais c'est comme j'avais essayé de retracer historiquement comment votaient les boomers, les baby boomers. Donc baby boomers, c'est 1946 à 1960 à peu près, 59. 62, c'est le pic.
Ouais. 62, c'est le pic de la natalité. Voilà. Et donc dans ces eaux-là. Et ce que je notais, c'est que depuis l'élection de Mitterrand, même je crois depuis 74, les boomers ont commencé à voter à peu près dans ces eaux-là. Les boomers ont ça a systématiquement été la génération qui votait le plus à gauche. Ouais. Ce qui veut pas dire que bien sûr il n'y avait pas d'exception et que près de la moitié des boomers votaient à droite, mais tout de même il y avait une majorité un peu plus forte que dans les autres générations chez les boomers qui votaient à gauche. Voilà, je l'ai vu dans systématiquement toutes les élections présidentielles qu'il y a eu depuis 1974. Donc voilà, je pense que ça existe. Ça existe, c'est les modes, c'est les chansons, Ouais. je sais pas ce qui a été, les événements politiques, la guerre du Vietnam, etc. Ça avait beaucoup eu d'influence. Donc, c'est la fin du woke, mais ça veut dire que d'où venait ce woke, c'est que vous savez, ça avait été installé un peu partout grâce à des subventions données par les NGO, vous savez, les ONG et ces grands machins. Ouais. Donc, ce à quoi va s'atteler Musk, je pense, parce qu'il en a beaucoup parlé, c'est qu'il dit il y a des structures de pouvoir qui sont financées, qui ont quasiment un pouvoir régalien parce qu'on leur a détaché des réalités, comme par exemple l'accueil des réfugiés en France, et qui sont financés par des gens qui n'ont rien à voir avec la structure d'État. Ouais. Mais qui se trouvent par ce biais avoir une influence monstrueuse sur les structures d'État. Ouais. Et donc maintenant, le boulot, ça va être de nettoyer. En quelque sorte, on va enlever, on a déjà enlevé au bistouri quelques cellules cancéreuses, mais les vraies cellules cancéreuses, elles sont aussi curieuses que ça paraisse, elles sont les cellules, les entités qui ont pris le contrôle de fonctions régaliennes sans être élues. Ouais. Et ça va être ça, le nettoyage de Musk, j'espère. Oui, tout à fait. Ça, c'est insupportable. Là, à l'heure où on parle le lendemain de l'inauguration de Trump. Le DOGE, le Department of Government Efficiency, est déjà officiel. Il a un site officiel, ça y est. Et puis, Trump a signé tout un tas de décrets quand même assez importants où il y a déjà des choses qui se passent. Les choses vont très très vite, visiblement, dans ce pays-là. J'ai une pensée émue pour Madame Nancy Pelosi, vous savez, parce que Nancy Pelosi, c'est cette vieille Haridel là qui vole depuis des années en faisant en travaillant sur le marché des actions à partir de sa position de pouvoir à Washington, bref. Et c'est elle qui a forcé Biden à ne pas se présenter. Vous savez, c'était elle qui a été avec et Biden, et c'est elle qui a été dans tous les crimes qui a été commis par le Parti démocrate au moment du 6 janvier, tout ça, elle était dans tous les mauvais coups, c'est elle qui était la personne, c'est une personne complètement impossible. Et là, Biden, il a pardonné tous les criminels, sauf elle. Ouais. Et donc, elle doit être en train d'être dans ses petites chaussures, parce qu'elle se dit, toutes les enquêtes que... il ne l'a pas pardonné, il n'a pas pardonné d'avoir viré, donc ça me fait rigoler, parce que il va y avoir un vrai problème juridique, si Madame Pelosi est prise la main dans le sac ayant fait des tas de saloperies, et que on la condamne à je ne sais combien d'années de tôle, mais elle a 90 ans, elle s'en fout, mais tous les complices de Madame Pelosi, qu'on aura vus dans toutes les enquêtes qui seront... il va rien leur arriver. Oui, mais je pense que d'un point de vue culturel, le coup en serait encore pire justement pour les démocrates. Le fait de ne pas pouvoir les condamner tout en sachant qu'ils sont coupables, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Parce à la fois ils sont coupables, mais en plus de ça, ils sont coupables de s'être sortis du système judiciaire américain. Après avoir donné des leçons à Trump en disant vous avez essayé de coloniser le système juridique et tout, alors là il va y avoir... Il me semble que Joe Biden, pendant son mandat, donc là, dernièrement, il a fait un peu chauffer la carte bleue, mais il a fait pardonner plus de 6000 personnes, il me semble. La norme se situe aux alentours des 200-300. Donald Trump, c'était environ 250 lors de son dernier mandat. Je crois que Obama, c'était encore plus. Et Bush, c'était un petit peu moins, de l'ordre de 200 aussi. Et 6000 quand même pour Surtout, Joe. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un cas dans l'histoire des États-Unis où vous ayez pardonné un crime qui n'a pas encore été jugé. Oui, c'est très particulier. C'est très particulier. Vous dites, il faut qu'on pourra partager. N'empêche, vous empêchez les poursuites parce que d'habitude, on juge le type. La sanction est un peu trop sévère. On lui dit, il a payé, on le fait sortir, c'est normal. Mais là,
condamner un crime qui n'a... Donc des gens comme justement Schiff ou des crapules comme ça disent, ou Fauci disent, mais nous n'avons commis aucun crime, pourquoi il y a pas... À ce qu'on lui répond, mais cher ami, si vous avez commis aucun crime et que vous avez confiance dans la justice de votre pays, refusez le pardon. Oui, vous pouvez refuser le pardon. Oui. Ça va être amusant, donc on va voir combien refusent le pardon. Oui. Et voilà, petite pensée pour ceux qui ont pris la 8e dose et qui voient Fauci se faire pardonner. Ils doivent se dire attendez, pardonnez pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai ça. Si vous avez pris le vaccin et que celui qui vous l'a filé est déclaré criminel parce que c'était un vaccin qui était criminel, ben vous vous dites oui, mais attendez une seconde, moi je. comment je sors maintenant? Est-ce qu'il y a une procédure pour ça? Voilà. Bon, alors, est-ce que Fauci pourrait se faire attaquer par des individus? Ah oui, d'accord. Je ne sais pas ça s'il est en dommage, vous voyez ce que je veux dire en disant, je ne sais pas ça s'il est à l'abri de ça. Ouais, bah on verra, on verra. De toute façon, on est déjà dans des temps très intéressants, mais ça ne fait que se confirmer. Ça me fait un plaisir, moi, de penser que tous ces perles à vertu qui se trouvent, si vous voulez, avec la culotte en bas pris en flagrant délit de saloperie et tout, ça me... Parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable sur la gauche, dans la gauche, c'est quand même cette idée de « moi, je suis pur ». Vous êtes une ordure, parce que vous êtes de droite, mais moi, je suis... Ouais. Le mal ne passe pas en moi. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'ils ont volé, qu'ils ont triché, qu'ils ont abusé du pouvoir, qu'ils ont violé la justice, et qu'ils vont se faire choper. Ça me fait un bien. Ils se savent eux-mêmes totalement impuissants désormais. C'est ça qui est absolument dingue. C'est vraiment ce renversement du sens du pouvoir, où Trump, il y a un an, était acculé de toutes parts. 4 condamnations qu'il attendait. Il y avait des juges qui décidaient que sa maison à Mar-a-Lago, ça valait plus rien, etc. Enfin, ils se disaient, non mais c'est juste totalement absurde, et on se demandait s'il allait carrément avoir le droit de se présenter aux élections, et là mais la victoire est tellement totale, c'est juste hallucinant quoi. Ce qui prouve que comme la vérité l'emportera sur le mensonge. Ouais, on sait jamais quand, mais ultimement, ça prend du temps. En général, ça prend du temps. La dernière fois où j'ai eu des moments de satisfaction comme ça terribles, c'est quand l'Union soviétique est tombée et qu'on voyait les Lajoigny, les marchés bouffer leur chapeau, reconnaître qu'il y avait eu des crimes et tout, ils étaient emmerdés, on se les sentait. Ça a été un grand moment de bonheur. Et là, je crois que... C'est même mieux parce que c'était les nôtres qui avaient trahi, c'est pas les gars d'à côté. Oui. C'est moi, donc j'ai un sentiment. C'est vrai que ça nous concerne un petit peu plus, nous, voilà, effectivement. Ça nous concerne plus. Et puis, si vous voulez, voir ces gars-là dont vous saviez que c'était des crapules, donner des leçons de vertu, et puis se faire choper la main dans le pot de confiture. Ouais. C'est un plaisir de fin gourmet. Enfin voilà, comme quoi vous voyez, c'est le genre de truc qui arrive à peine tous les 30 ans, quoi. Ça arrive pas tous les 4 matins. Quand ça arrive, il faut quand même le savourer de longtemps. Oui. De toute façon, on va encore en avoir, je pense. Hein. On a encore du d'autres satisfactions. Mais bien sûr, ça arrivera. Comme le disait je ne sais plus quel humoriste, il n'y a pas de plaisir plus subtil que de se faire traiter d'imbécile par un crétin. Et maintenant, tout le monde sait qui est le crétin. Et donc, je suis... Mais ça fait rien, je vais continuer à être traité d'imbécile. Mais ça fait rien, ça me tait. C'est encore plus drôle, quelque part. Enfin, voilà, je crois qu'on a terminé cette émission. Il y avait pas mal de choses à raconter. Mais prenez votre pied. Faites-vous plaisir. Écoutez les trucs aux États-Unis et voyez toutes ces crapules se faire condamner. C'est un moment de bonheur rare qu'il faut savoir savourer. Dites-vous, il y a peut-être un monde parallèle dans lequel c'est Kamala Harris qui a gagné, et je pense qu'on rigole un petit peu moins dans ce monde-là. Je pense qu'il y a moins d'humour. Voilà. Si Kamala Harris avait gagné, alors là, je sais pas où j'allais. Ouais, voilà, c'est sûr, on allait s'ennuyer pas mal. Enfin voilà, j'en termine avec cette émission. Sur ce, je vous remercie bien sûr pour votre attention. Et puis, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Et merci. Voilà. Et bon courage. Et bon courage.